Salut à tous. Alors non, dans cette vidéo on ne va pas parler de matériel. Ce que je vous propose, c'est de plutôt parler de l'histoire des snipers et surtout leur utilisation durant la Grande Guerre, puisque c'est durant cette période que leur rôle s'est révélé comme indispensable dans les armées du monde entier. Comme vous venez de le voir au tout début de la vidéo, j'aurai de très belles choses à vous présenter. Cette vidéo servira donc d'introduction quand je vous parlerai de tel ou tel fusil. Un dernier point avant de démarrer, durant toute la vidéo, je prononcerai le mot sniper au lieu de tireur d'élite en français. C'est juste que ça sera plus simple pour tout le monde. De toute façon, le terme d'origine est anglais et aurait été utilisé en Inde au XVIIIe siècle par des Anglais qui chassaient un oiseau, le snipe. En français, la bécasse. Et c'était très dur à l'époque d'arriver à toucher cet oiseau. Et donc le tir était réputé difficile et il fallait un très bon niveau au tir pour y arriver. D'où le terme qui a évolué vers un verbe to snipe, puis enfin par ceux qui chassaient, les snipers. Par définition, des tireurs de haut niveau. Alors j'ai dit au début de la vidéo que je ne parlerai pas de matériel. Bon, j'ai un peu menti, parce que sans armes, il n'y a pas de sniper. Et surtout, sans armes d'une bonne précision, il n'y a pas de sniper. Et oui, pour rappel, les premières armes à feu ont un canon lisse, ce qui est très mauvais d'un point de vue précision. Mais au début, les armuriers n'étaient aussi pas capables de fabriquer en masse des canons à âme rayée. C'est arrivé plus tard, à partir de 1520, en Allemagne. Et c'était au début destiné à des armes de luxe. Et de toute façon, les canons rayés n'intéressaient pas trop les militaires, même si ça donne un avantage en précision et en portée très supérieur aux mousquets à canon lisse. Simplement parce que cela correspondait aussi à des tactiques d'époque, la plus marquante étant la période napoléonienne, où on a tous l'image en tête de troupes se faisant face, parfaitement rangées en ligne et tirant les uns sur les autres à moins de 100 mètres. En fait, il n'y avait même pas besoin à cette époque d'armes précises, puisqu'on recherchait l'effet de groupe et les tirs par salve, et donc de créer une nuée de balles sur l'ennemi. L'idée n'était pas qu'un seul individu avec son arme soit précis, mais que le groupe, lui, le soit. Bien sûr, il y a eu dès cette période des troupes armées de fusils à canon rayé qui ne combattaient pas en ligne. Bien au contraire, ils devaient utiliser l'avantage que leur offrait leur fusil pour faire des tirs embusqués sur des objectifs précis, et aussi pour servir d'éclaireur, ou pour harceler à distance des troupes ennemies. Un exemple très connu, c'est le tireur irlandais Thomas Plunkett qui, armé de son fusil Baker durant la bataille de Cacabelos en 1809, tua à une distance de 800 mètres le général français Colbert. Et pour prouver que ce n'était pas un coup de chance, il effectua un second tir et tua l'aide de camp de Colbert qui était penché sur le corps du général. Donc malgré un avantage certain du canon rayé par rapport au canon lisse, le changement ne s'est pas fait du jour au lendemain et il a fallu attendre les années 1840 pour que les puissances européennes s'arment de fusils à canon rayé. Mais que serait un bon tireur avec une bonne arme si la munition reste mauvaise? Car oui, on peut avoir le meilleur tireur du monde avec la meilleure arme possible, si la munition est mauvaise, les résultats restent plutôt aléatoires. C'est là qu'un ingénieur français, Claude-Étienne Minier, va révolutionner l'armement en proposant une nouvelle forme de balle, communément appelée la balle Minier. Jusqu'à présent, les balles étaient de simples sphères de plomb, et la prise des rayures dans le canon n'était pas bonne, même si c'était toujours mieux que dans un canon lisse. Là, avec cette balle, de nombreux problèmes sont résolus, les principaux étant que la balle prend parfaitement les rayures et donc tourne sur elle-même, ce qui améliore énormément la précision. Les gaz de combustion sont aussi mieux conservés et poussent plus efficacement la balle, ce qui apporte en plus une meilleure portée, sans parler d'une meilleure pénétration. Bon, je vais m'arrêter là dans l'évolution des armes à feu, car sinon on va continuer pendant des heures. On pourrait par exemple parler de l'invention de la percussion en 1822 et de la généralisation de ce système dans les années aussi vers 1845. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'entre 1800 et 1900, on passe quand même d'armes à silex, dans leur très grande majorité à canon lisse, avec de simples balles de plomb, et offrant une portée très médiocre, à des fusils à percussion, à canon rayé et balles minier au milieu du siècle, améliorant grandement les performances balistiques des armes à feu, que ce soit en termes de portée, de précision et de pouvoir de pénétration. Et on termine le siècle avec une nouvelle poudre, des fusils à chargement par la culasse, des étuis métalliques, donc protégeant mieux les munitions des intempéries, et surtout des fusils avec une capacité de plusieurs coups. Et je ne parle même pas des mitrailleuses et autres armes automatiques. On est vraiment sur un siècle de très grands changements technologiques, mais pas que sur les armes à feu. Si on regarde à l'échelle des sociétés, tout changera énormément, surtout grâce à l'industrialisation massive des puissances mondiales. C'est important de comprendre que sans des fusils plus précis, le rôle de sniper n'avait pas lieu d'être. C'est donc pour cela que j'ai fait un point rapide sur cette évolution durant le 19e siècle, car on va voir que ces technologies seront suivies toujours avec un train de retard par les militaires. Mais on va s'attarder surtout sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, les snipers. Comme j'ai déjà dit, il a fallu du temps avant que les armées se décident d'adopter les fusils à canon rayé. Et malgré le fait que cela apportait une plus grande létalité sur le champ de bataille,
Malheureusement, les tactiques, elles, ne changèrent pas beaucoup. Jusqu'à la guerre de sécession, soit 1861, on reste tout de même sur des formations en ligne, marchant à découvert. Ce qui sera catastrophique au niveau bilan humain, puisque la guerre de sécession est marquée par le plus lourd bilan en pertes humaines de toute l'histoire des États-Unis. Oui, même encore aujourd'hui, car selon certaines sources, on est à 750 000 tués durant la guerre de sécession contre 405 000 durant la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, il me semble que l'armement durant la Seconde Guerre mondiale était bien meilleur que celui de la guerre de sécession. Eh bien, la cause, ce sont les très mauvaises tactiques utilisées, pas du tout adaptées et en adéquation avec l'armement de l'époque. Avant de continuer sur la guerre de sécession, on va s'attarder sur la guerre précédente, la guerre de Crimée. C'est là qu'ont été utilisés massivement les premiers fusils à percussion propulsant des balles miniers, donc offrant une portée plus grande. Sauf que les tactiques n'évoluent pas, comme je l'ai déjà dit. Mais surtout, la notion d'épauler et de viser avec son arme n'est pas encore une notion très établie dans les instructions militaires de l'époque. Ah oui, on sort d'une période où l'individu, le soldat de base, n'avait pas vocation à faire des tirs de précision, mais seulement de tirer en groupe. Ensuite, les distances étant par conséquent plus importantes, il y a aussi la notion d'estimation de la distance, ce qui, une fois de plus, n'est pas inné et demande un entraînement. Donc, avoir un fusil qui permet de tirer plus juste et plus loin, mais sans être formé à son utilisation, ça reste un peu limité. Cependant, on a un témoignage très intéressant de véritables snipers avec 2 soldats anglais durant le siège de Sébastopol, où l'un tenait son fusil prêt à tirer, tandis que l'autre jouait le rôle d'observateur à travers une lunette. Le tireur attendait l'ordre de l'observateur pour faire feu. C'est le premier témoignage que l'on ait d'un véritable duo de snipers. Ces 2 Anglais ont littéralement utilisé une technique avec plus de 50 ans d'avance. Celle de simplement avoir un tireur et un observateur, ce qui, comme on le verra, deviendra une norme durant la Première Guerre mondiale. Et donc on arrive à la guerre de sécession en 1861. Une guerre très meurtrière qui verra sur le champ de bataille des armes à percussion, à rechargement par la bouche, côtoyer les armes à répétition comme les fusils Henry, les carabines Sharps, les Spencer et même les premières véritables mitrailleuses. Enfin bref, un équipement plutôt hétéroclite et le début des armes à répétition, mais ça ce n'est pas vraiment le cœur du sujet d'aujourd'hui. Et de plus, ces armes à répétition ne font pas la majorité de l'équipement. Non, la guerre de sécession a son importance dans l'histoire des snipers, puisqu'en 1861, l'armée de l'Union est la première armée au monde à officiellement créer 2 régiments de snipers. Enfin, je dis sniper, mais en réalité, le terme de sniper n'est à cette période qu'utilisé que pour les chasseurs. Pour les militaires, on parle de sharpshooter, terme déjà emprunté à l'allemand Scharfschütze. Donc, en 1861, Hiram Berdan crée les premières unités de sharpshooter. Il s'agit de personnes sélectionnées sur, bien entendu, leurs aptitudes au tir, mais aussi sur leur intelligence. Ce qui fait que d'emblée, ces snipers, de par leur spécialisation et leur niveau d'éducation supérieur, sont au-dessus du lot et sont déjà considérés comme une troupe d'élite durant la guerre de sécession. L'armée du Sud ne tarda pas non plus à créer ses propres unités. Malheureusement pour le Sud, leur armement était plus pauvre, du moins ils avaient plus de mal à s'équiper correctement à cause notamment d'un blocus maritime. Les sharpshooters de la guerre de sécession n'étaient pas équipés du fusil standard, il leur fallait des fusils d'une qualité supérieure et surtout qui ne se chargent pas par la bouche. Le gros problème des fusils à chargement par la bouche, c'est qu'il est très difficile de recharger en étant allongé. C'est pas impossible, mais ça reste compliqué. Or, les sharpshooters avaient pour tactique de faire des tirs embusqués, donc allongés, ce qui ne convenait pas avec un fusil classique. Le seul fusil qui correspondait était le fusil Sharp 1859, qui, chose assez exceptionnelle pour l'époque, se chargeait par la culasse. Ce fusil pouvait avoir des organes de visée améliorés, ce qui permettait aux tireurs de l'Union de facilement faire des tirs à plus de 700 mètres. Certains tirs touchant leur cible furent enregistrés sur des distances de plus d'1 kilomètre. Même équipées ainsi, ces unités d'élite furent tout de même utilisées comme infanterie de base, c'est-à-dire comme infanterie de ligne. Mais leur mission différait quand même de la partie embuscade, harcèlement, observation et reconnaissance du terrain. Mais si les sharpshooters devinrent des 2 côtés des armées des unités d'élite, il ne faisait pas bon être capturé en tant que sniper. La vérité, c'est que ces unités étaient craintes et haïes par les soldats de base, car très meurtrières et plutôt insaisissables, car tirant à des distances plus longues. Dans la très grande majorité des cas, si un sniper était capturé, il était immédiatement exécuté. Gros problème pour l'armée du Nord, car leurs snipers portaient un uniforme vert, certes plus adapté d'un point de vue camouflage, mais par contre qui les distinguait tout de suite du reste de l'armée du Nord, habillés en bleu. Côté sudiste, ils étaient moins embêtés puisqu'ils étaient tous habillés indifféremment en gris. Tout signe d'appartenance au corps des sharpshooters disparut petit à petit durant la guerre. Même plus tard, durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, les badges, les insignes et autres signes distinctifs n'étaient généralement pas portés, pour les mêmes raisons. Un point essentiel de cette guerre de sécession, c'est l'apparition des fusils à lunettes.
L'image du sniper d'aujourd'hui semble indissociable de celle d'un fusil équipé d'une lunette. Côté confédéré, certains tireurs d'élite étaient équipés du fusil Whitworth. Ce fusil était réputé d'une précision remarquable. Le secret de cette arme à la qualité de fabrication exemplaire réside dans la forme hexagonale du canon, contrairement aux autres fusils à canon rayé, où l'âme de celui-ci est sphérique. La balle est octogonale, elle aussi, en calibre 451, et prend mieux les rayures qu'une balle minée dans un canon sphérique, ce qui a pour conséquence une meilleure prise des rayures et une meilleure combustion de la poudre noire. Le Whitworth surclassait tous les autres fusils de son époque, mais 1. Il se chargeait par la bouche, et 2. Il coûtait très cher, ce qui fait qu'il n'y aurait eu que 200 de ces fusils dans l'armée du Sud, cependant utilisés avec efficacité sur les artilleurs ennemis. Il semblerait qu'un bon nombre de ces fusils aient été équipés de lunettes x4 Davidson. Globalement, ces armes et lunettes restent des armes peu courantes et très coûteuses, mais elles sont la première pierre de ce que seront vraiment les armes de sniper. Entre la fin de la guerre de sécession et la Première Guerre mondiale, il ne s'est pas passé grand-chose sur l'évolution des snipers. C'est à croire que le rôle de ces unités n'a pas été pris au sérieux par les observateurs du conflit, ou alors que leur faible nombre n'a de toute façon pas assez influencé la guerre pour que leur rôle soit suffisamment marquant et que les armées des grandes puissances mondiales ne se décident à créer ce genre d'unité. Il y aura quand même entre 1865 et 1914 deux évolutions technologiques importantes et un conflit qui mérite de s'attarder dessus. Les deux évolutions technologiques de première importance pour les snipers sont l'arrivée de la poudre sans fumée en 1884 et des balles chemisées en 1882. On a déjà parlé plus d'une fois sur la chaîne, mais la poudre sans fumée permet de propulser des projectiles plus loin et, atout important pour les snipers, elle ne produit quasiment plus de fumée. Il devient donc difficile de déterminer d'où provient un tir, ce qui améliore considérablement le camouflage. La deuxième avancée technologique est l'arrivée des balles chemisées, ou blindées si vous préférez. Bref, le fameux FMJ, inventé par le Suisse Rubin en 1882. Ces balles vont mieux accrocher les rayures du canon et donc être plus stables et améliorer encore la portée. Encore une fois, un avantage certain pour les snipers. Ce qui nous amène à un conflit peu connu par chez nous, la guerre des Boers. Rapidement sur le contexte, les Boers sont des anciens colons néerlandais, allemands et français qui ont créé leurs propres États indépendants sur la partie nord-est de l'Afrique du Sud. Un premier conflit a éclaté en 1881 avec le voisin britannique ayant une colonie sur le restant de l'Afrique du Sud. Mais c'est le second conflit qui nous intéresse, celui de 1899, qui durera 3 ans et qui vise s'affronter les Boers, donc des colons blancs, face aux troupes coloniales de l'Empire britannique. Alors clairement, il n'y a pas eu de cas de sniper durant ce conflit, mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il s'agit d'un des premiers conflits opposant deux forces armées équipées de fusils à poudre sans fumée. Mais là où les Britanniques sont restés dans le modèle traditionnel des formations militaires, les Boers ont usé de tactiques différentes. Déjà, ils n'étaient pas habillés avec un uniforme aussi voyant que celui des Britanniques. Les Anglais avaient des chapeaux blancs très visibles sur de longues distances, ce qui en faisait des cibles faciles. Non, les Boers sont des fermiers, habillés normalement, et chose très importante, ils ont l'habitude de chasser sur leur territoire. Ça, c'est une qualité importante car la chasse développe la patience, la traque et l'observation du gibier et le camouflage dans l'attente d'une proie. Méthodes qui seront mises largement à contribution par les Boers, infligeant de très lourdes pertes aux troupes britanniques. Évidemment, ils n'étaient pas en mesure d'attaquer directement les troupes coloniales anglaises, donc ils ont utilisé de méthodes moins conventionnelles, de tir d'embuscade. Ils ont aussi compris que la chaîne de commandement dans l'armée britannique avait une grande importance et donc ils visaient aussi principalement les officiers. La difficulté pour les Britanniques, c'est qu'il était quasi impossible de détecter un tir à 500 mètres d'un fusil avec de la poudre sans fumée. Alors que les troupes coloniales étaient plutôt habituées à combattre des tribus africaines moins avancées technologiquement, là, avec les Boers, ce fut tout autre chose. Et même si les Anglais ont finalement gagné ce conflit, au final, ils ont payé un prix très cher en pertes, avec environ 5700 tués au combat, contre un peu moins de 4000 Boers tués au combat. Et on parle bien de fermiers se battant contre une armée 8 fois plus importante qu'eux. Cette guerre démontre qu'une fois de plus, les tactiques militaires ne sont plus à jour par rapport aux technologies présentes. Par contre, elle instruisit énormément les Anglais sur de nouvelles notions, notamment celle de sniper, qui seront utilisés plus tard durant la Première Guerre mondiale. Ce qui nous amène donc à l'aube de la Première Guerre mondiale. Ce qu'on peut dire, c'est qu'arrivé en 1914, au début des festivités, il n'y avait pas de sniper. Enfin, disons que le mot de sniper n'était connu réellement que chez une seule nation, l'Allemagne. Oui, en 1914, la seule puissance mondiale à avoir des fusils équipés de lunettes, c'est l'Allemagne, ce qui lui donnera une longueur d'avance non négligeable sur la première partie de la guerre. L'armée allemande avait développé depuis très longtemps déjà des unités de chasseurs, les Jäger.
Il s'agissait d'unités différentes de l'infanterie classique. On pourrait les comparer à des scouts ou des éclaireurs en français. Et pour cause, ce sont des hommes sélectionnés pour leur qualité de chasseurs, qualités qui sont essentielles pour un sniper et que j'ai évoquées avec les Boers. Patience, observation, camouflage et connaissance des armes. Ces Jägers furent tous destinés à utiliser des fusils à lunettes durant la Première Guerre mondiale. Ces hommes ont grandi dans un environnement de chasse, dans les grandes forêts allemandes. La chasse et le tir de compétition étaient aussi très populaires, ce qui en fit de très bons tireurs, sans même aucun entraînement militaire. De plus, les lunettes pour fusil avaient bien évolué depuis les années 1860, et l'Allemagne était un des pays les plus industrialisés au monde. Leur voisin autrichien possédait un laboratoire de conception d'optique dès 1884. Cela démontre que la question des armes avec lunettes était pour eux un sujet important et que cela faisait partie de l'ensemble de leur préparation à une guerre, déjà bien avant 1914. Ces fameux Jägers ne furent pas équipés de fusils réglementaires militaires avec une lunette. Non, en réalité, dans les premiers mois de la guerre de position, soit un début vers décembre 1914, ce sont bien des fusils de chasse équipés de lunettes qui furent largement utilisés sur le front. Les fusils ont été soit rapportés sur le front directement par les Jägers qui chassaient déjà dans les forêts allemandes avec ce genre d'armement, soit le gouvernement allemand fit un appel national pour collecter ces armes et les envoyer au front. Il est estimé à environ 10 000 de ces fusils de chasse avec lunettes dans les mains des soldats allemands fin 1914. Je précise qu'en face, les Français et les Anglais n'ont strictement rien. Ça, j'en reparlerai un peu plus tard. Donc les snipers allemands, qui sont soit d'anciens chasseurs, soit d'anciens tireurs de compétition de haut niveau, sont les premiers à utiliser des armes à lunettes, qu'ils connaissent très bien, et cela s'avérera plutôt fatal pour les troupes en face. Sur certains secteurs du front, il est estimé qu'il y aurait un sniper allemand tous les 750 mètres. Pour l'époque, c'est énorme, chaque tireur pouvant potentiellement couvrir son voisin et ainsi effectuer des tirs croisés. Il est alors considéré qu'il suffit de rester moins de 3 secondes en dehors du parapet pour se prendre une balle en pleine tête. Mais ces carabines de chasse n'ont pas que des avantages. Déjà, ce sont des armes, comme mentionné, de chasse, ce qui signifie qu'elles sont globalement réglées pour un tir jusqu'à 300 mètres. Ce qui est peu. Enfin, bien sûr, ça dépend du secteur sur lequel se trouve le sniper, puisqu'il existait des tranchées à moins de 50 mètres les unes des autres. L'autre inconvénient est majeur, c'est leur calibre. Si l'armée allemande est équipée dans sa grande majorité de G98 chambrés en 7,92 mm Mauser, ces carabines le sont aussi, mais pas pour le même type de munitions. Si l'État allemand a essayé de collecter au maximum des carabines de chasse pour les envoyer au front en 1914, il y avait un critère de choix. Elles devaient chambrer le 7,92 mm Mauser. Sauf qu'entre la création de cette munition en 1888 et l'année 1914, il y a eu une évolution en 1905, la balle S. Cette balle développait une pression plus élevée dans les chambres des fusils, ce qui était parfaitement ok pour les G98, mais pas trop pour les carabines de chasse, dont le calibre civil, soit la balle 1888. Mais très vite, les premiers G98 de sniper furent livrés sur le champ de bataille pour pallier à ce problème, et en même temps permettre un tir sur des distances bien supérieures aux 300 mètres. Je vais m'arrêter là sur l'armement allemand, car on en reparlera quand j'aborderai le sujet dans la vidéo du Mauser G98 avec lunettes. Les snipers allemands étaient mieux entraînés et disposaient d'un matériel plus évolué, mais ce n'est pas les seules raisons qui font qu'ils dominaient complètement le no man's land en 1914 et 1915. Lorsque l'offensive allemande de 1914 s'est stoppée grâce au miracle de la Marne, mais pas que, les Allemands se sont alors légèrement repliés et ont commencé à se retrancher, au sens propre, à creuser des tranchées très profondes avec des abris souterrains, à consolider des défenses et, point essentiel, à choisir leur lieu de défense. Alors que pour les Français, la présence allemande en France était considérée comme éphémère, les Allemands, eux, étaient sur un territoire conquis qu'il fallait désormais conserver. On voit très bien sur les photos d'époque, les tranchées françaises et britanniques sont globalement pauvrement construites et parfois peu profondes, alors que les Allemandes sont vraiment fortifiées et aménagées. Cet aspect tactique de la maîtrise du terrain donna un avantage sérieux aux snipers allemands. Les premières tranchées alliées étaient même trop droites, ce qui d'une part ne réduit pas le blast d'un obus qui tomberait dedans, et d'autre part permet le tir en enfilade de la tranchée, que ce soit avec un fusil à lunettes ou pire avec une mitrailleuse, ce qui causa de terribles pertes aux Alliés. L'autre point notable de la tranchée allemande est la plaque blindée. Matériel complètement absent côté français et anglais, ces plaques furent largement utilisées par les Allemands dès le début du conflit. Il s'agit en soi d'une plaque en acier toute simple, avec un loquet comme fermeture où un fusil pouvait être placé. On pouvait bien sûr aussi observer les positions ennemies ainsi, en étant mieux protégé qu'en mettant sa tête au-dessus du parapet. Bien sûr, ces plaques sont très visibles, même à grande distance, et ouvrir le loquet en plein jour peut être dangereux. Mais les Allemands ne tardèrent pas à dissimuler habilement ces plaques.
Vu de l'extérieur, le parapet allemand n'est pas une ligne rectiligne de sacs de sable. Non, ils ont vraiment aménagé le terrain pour qu'au contraire, il y ait plutôt un amas et un fouillis d'objets, de détritus, de tôles, de terre, de buissons, qui vont rendre la détection de ces trous de sniper très difficile, mettant aussi de fausses plaques pour tromper les observateurs ennemis. A l'inverse, les officiers anglais mettaient un point d'honneur à ce que le parapet composé de sacs de sable soit parfaitement rectiligne, ce qui signifie qu'il était beaucoup plus facile pour les snipers allemands de détecter le moindre mouvement et de toucher une cible. Juste un point avant de continuer, mais à partir de là, je risque de beaucoup parler des troupes anglaises au lieu des troupes françaises. Et malheureusement, c'est simplement que les sources sur les snipers de la Grande Guerre sont majoritairement anglaises. Et connaître ce qui s'est réellement passé du côté français est très compliqué. Si les snipers allemands dominent le No Man's Land fin 1914 et début 1915, la tendance va commencer à s'inverser fin 1915. Au début, les officiers anglais ne connaissaient simplement pas l'utilisation de ces snipers. Pour eux, la menace principale était les mitrailleuses et les obus, ce qui causa de terribles pertes dans leur rang, mais aussi du côté français. Il a fallu un peu de temps avant qu'ils comprennent vraiment à quoi ils avaient affaire. Je rappelle qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de snipers parmi les troupes anglaises et françaises. Donc la première mesure qu'il a fallu prendre, c'est contrer ces snipers allemands. Et autant dire que la tâche n'était pas aisée. Mais l'Angleterre disposait aussi de bons tireurs sportifs qui devinrent excellents sur le terrain, même s'ils manquaient d'expérience par rapport aux chasseurs allemands. Il y avait aussi des vétérans de la guerre des Boers qui avaient appris les leçons de cette guerre et la nécessité de se camoufler. On peut noter dans ce cas le Major Crum, très grand sniper de l'armée britannique et vétéran de la guerre des Boers. Il fut d'ailleurs un des premiers professeurs des écoles de snipers anglaises. Une unité s'est particulièrement illustrée côté anglais, les Lovat Scots. Ce sont des Écossais des Highlands qui étaient jugés excellents dans leurs aptitudes d'observation, ce qui est une qualité très importante pour un sniper. En effet, ils étaient habitués en Écosse à observer les troupeaux ou les animaux sur les collines environnantes et à détecter les moindres détails dans la nature. Mais on peut aussi parler des Néo-Zélandais de Lanzac qui, débarqués à Gallipoli, eurent de terribles pertes face à un ennemi turc qui n'était pas équipé de fusils à lunettes, mais qui comptait parmi ses rangs d'excellents tireurs, car une fois de plus, il s'agissait d'anciens chasseurs. Côté Anzac, on peut parler de Billy Singh, surnommé l'Assassin, qui aurait eu un score de 205 Turcs tués durant la campagne de Gallipoli. Encore une fois, l'Anzac était pleine d'anciens chasseurs, habitués à viser des cibles mouvantes, telles que des kangourous par exemple. Même si cela fait sourire, les anciens chasseurs sont le cœur de recrutement des snipers, quelle que soit la nation. Côté canadien par exemple, il y avait aussi beaucoup de trappeurs habitués aux grandes forêts de l'Amérique du Nord qui chassaient l'élan ou l'ours. Le plus grand sniper de la Première Guerre mondiale est d'ailleurs un Canadien d'origine indienne, Francis Pegamabow, dont le score s'élève à 378 Allemands tués. En France, ce qui dominait, c'était plutôt le tir sportif. Depuis 1871, le tir était devenu très populaire car il fallait se préparer à la revanche. Et quoi de mieux que de former le citoyen lambda sans que cela coûte une cartouche à l'État, en favorisant le tir sportif. Donc en France aussi, les bons tireurs, ce n'est pas ce qui manquait. On l'a vu, les Anglais, les Français, les Canadiens, les Néo-Zélandais ne manquaient pas de bons tireurs. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas de fusil à lunettes, et leurs tranchées n'étaient pas adaptées au tir de sniper. Il n'est pas impossible qu'un bon tireur ait réussi à tirer à travers le trou d'une plaque de blindage allemande, et être ainsi débarrassé définitivement d'un tireur très gênant sur un secteur du front. Mais le coût en vie humaine pour y parvenir fut très élevé. Les Anglais récupérèrent des plaques allemandes pour tester des munitions dessus et voir ce qui perçait. Si une balle classique venait s'écraser sur l'acier, des calibres utilisés pour la chasse à l'éléphant firent le job. Oui, les Anglais ont pu utiliser les fameux Elephant Guns sur des plaques de blindage allemandes pour y venir à bout. Les Anglais avaient une industrie armurière plutôt florissante dans le calibre de chasse au grand gibier. Il s'agit d'armes en 470 Nitro Express ou 505 Gibbs. Pour contrer cela, les plaques ont été rapidement doublées. Ils mettaient simplement deux plaques l'une devant l'autre. Les Allemands, eux, développèrent une nouvelle munition pour percer les blindages anglais et français, la balle SMK, qui débarqua d'abord en petite quantité pour les snipers au début de l'année 1915. Cette balle était réputée pour traverser 11 mm d'acier à 100 mètres, en supposant que la plaque soit à angle droit. Cela descend à 6 mm si la plaque est à 60 degrés. Elle permettait de traverser facilement le bois et les sacs de sable des parapets, ce qui fut mortel plus d'une fois pour les Anglais. Vers la fin de la guerre, ils développèrent une nouvelle munition encore plus performante, la SS Patron, qui devint la 792 perforante de la Seconde Guerre. Devant la supériorité écrasante des snipers allemands et la contrainte que cela exerçait sur les troupes alliées, qui ne pouvaient simplement pas bouger d'un pouce sans se faire tirer dessus, sans même parler de l'effet psychologique qu'un sniper ennemi peut imposer sur tout un secteur du front, des contre-mesures seront mises en place puisqu'il était purement et simplement suicidaire de laisser sa tête dépasser du parapet. Des périscopes de tranchées pour observer les lignes ennemies sans être vus seront ainsi fabriqués.
Et ces périscopes avaient intérêt à être bien cachés, car les tireurs allemands n'hésitaient pas à s'en servir de cible. Il a aussi été développé les fusils à périscope, mais si ces armes permettent de maintenir une présence sur le front et de signaler à l'ennemi que la ligne est toujours active, et de tirer de temps en temps, ces systèmes ne sont pas prévus pour faire du tir de précision. Il faudra attendre un officier anglais qui fera tout pour inverser la vapeur, le Major Esket Pritchard. Ce grand chasseur, tireur de haut niveau et même aventurier et adepte des grandes parties de chasse, va être à l'origine de la première école de sniper anglaise. Il va ramener sur le front, sur ses propres deniers, tout un tas de fusils à lunettes, tester différentes munitions sur les plaques de blindage allemandes et surtout tout faire dès le début de l'année 1915 pour avoir l'autorisation de créer une école de sniper. Il a acquis l'expérience des tranchées et sait que le sniper a un rôle extrêmement important à jouer. Avec l'aval de sa hiérarchie, il sera donc le fondateur de la première école de sniper anglaise vers la fin 1915. Il mettra en place le système de binôme avec un tireur et un observateur. Pour lui, le rôle d'observateur est primordial, même plus vital que celui du tireur. L'observateur est donc là pour scruter les lignes ennemies à la recherche d'une cible pour le tireur. Il possède une longue vue plus puissante qui serait impossible à monter sur un fusil. D'ailleurs, au début de la guerre, ces longues vues feront tellement défaut que plus d'une sera volée aux artilleurs pour être directement utilisée dans la tranchée. Bref, l'observateur désigne les cibles au tireur, mais son rôle ne s'arrête pas à ça. Il doit être en mesure aussi de noter tout changement qu'il verra sur la tranchée ennemie, même les plus anodins. Une anecdote qu'Esket Pritchard aime à raconter est celle d'un observateur anglais, accompagné bien sûr de son tireur, et qui observe un chat allongé au soleil sur le parapet allemand. Jusque-là, rien d'anormal dans l'observation, surtout que le secteur où ils étaient était infesté de rats. L'observateur note cependant dans son carnet l'heure et qu'il y avait un chat. Un officier passa dans le coin et demanda ce qu'il se passait. L'observateur lui dit juste qu'il y avait un chat. Cela fit tilt dans l'esprit de l'officier. Il reprit le carnet et remonta de quelques jours. Le chat avait déjà été observé. Mais il ne s'agissait pas d'un vulgaire chat de gouttière. Non, c'était un chat au pelage particulier, plutôt luxueux. Or, un chat pouvait être un luxe qu'un officier se faisait, surtout dans un secteur plein de rats. L'officier suivit son instinct et, malgré l'étrangeté de l'information, demanda une reconnaissance aérienne de ce secteur de la tranchée ennemie, où le chat avait été observé. Bingo, une casemate, semblable à un QG, venait d'être repérée. Le travail fut terminé par l'artillerie anglaise. On ne sait pas si le chat a survécu. Vous comprenez maintenant que le travail d'observateur avait son importance car il recueillait au jour le jour des informations sur ce qu'il se passait en face. Et ces informations remontaient ensuite aux états-majors. Il ne fallait pas non plus juste observer, mais aussi avoir suffisamment d'intelligence pour en déduire ce qu'il pouvait se passer dans la tranchée ennemie. Esket Pritchard, grâce à son école, éduqua les bons tireurs en de véritables snipers, que ce soit pour le tir, mais aussi à la lecture de cartes, à l'observation surtout, et bien entendu au camouflage. Le point important de son école était aussi l'apprentissage du réglage des lunettes, car il ne suffit pas de simplement poser une lunette sur un fusil pour faire un bon tireur. Encore faut-il que le matériel soit parfaitement réglé. Et malheureusement au début, les quelques fusils à lunettes dans l'armée anglaise étaient distribués un peu à n'importe qui, à tel point que certains soldats pouvaient se voir affecter une arme à lunettes dont ils ne connaissaient absolument pas le fonctionnement. Et tirer à 100 mètres n'est certainement pas la même chose que tirer à 500 mètres. Surtout qu'arrivé dans la tranchée, on a souvent le droit qu'à un seul tir et qu'il ne faut pas rater sa cible. Les erreurs ne pardonnent pas. Pour l'entraînement d'ailleurs, il demandait à ce que chaque soldat soit accompagné d'un fusil standard en plus de son fusil à lunettes. Ainsi, l'entraînement commençait au fusil standard pour ne pas user le canon du fusil à lunettes et quand le niveau du tireur était jugé suffisant, il pouvait passer au réglage de sa lunette et utiliser son arme. Oui, car Esket Pritchard estimait qu'au bout de 500 coups, le canon était déjà trop usé pour du tir de précision. Son école de tir avait reconstitué des tranchées allemandes pour que les stagiaires se familiarisent avec ce qu'ils allaient rencontrer. Son école accueillit toutes sortes de nations, que ce soit des Canadiens, des Français ou des Portugais. Si la priorité des snipers alliés fut de contrer des snipers allemands, une des missions de première importance fut aussi de localiser les postes de mitrailleuses. Véritable reine du champ de bataille, il était important de les repérer et d'envoyer les coordonnées à l'artillerie, chose que pouvait parfaitement faire l'observateur. Et pour préparer un assaut ou lors d'une offensive, le sniper avait la lourde tâche de repérer très rapidement la mitrailleuse ennemie et de mettre hors d'état de nuire le tireur ennemi. Mais néanmoins ça changera rapidement car le mitrailleur tué était rapidement remplacé. Il était donc plus simple de directement tirer sur la mitrailleuse, de la mettre hors service, et ensuite les servants de la mitrailleuse étaient plus enclins à se rendre. D'ailleurs les Allemands installèrent des Mantelpanzer sur leur MG-08, véritable manteau d'acier, avec bouclier pour protéger la mitrailleuse et le tireur. Un point important aussi pour les snipers de la Première Guerre mondiale, c'est le choix des munitions.
J'ai parlé un peu avant des munitions perforantes utilisées dans des cas précis. Pour les tirs normaux, il s'agissait simplement de munitions disponibles pour les troupes. Il n'y avait pas de munitions dédiées aux fusils de sniper. Non, déjà qu'il n'y avait à la base pas d'équipement pour sniper. Mais les tireurs à longue distance le comprendront parfaitement, il peut y avoir une différence énorme entre deux marques de munitions et les résultats ne seront pas les mêmes. En fait, pour pallier à ce problème, les snipers vont devoir zéroter à nouveau leur fusil à chaque fois qu'un nouveau lot de munitions sera livré. À l'époque, les munitions sont livrées par lot, c'est numéroté et daté sur les boîtes. Normalement, les munitions des mêmes lots sont donc fabriquées dans la même série et donc sont identiques. Deux munitions du même fabricant mais d'un lot différent peuvent donner un résultat légèrement différent en cible. Et cette légère différence, qui peut être une source d'erreur de tir, n'est pas permise quand en face de vous se trouve un ennemi aussi redoutable que le sniper allemand. Je n'ai pas beaucoup parlé de la France car malheureusement les sources sur les snipers français sont très rares, mais si nous avons été à la traîne en termes de sniper et qu'il a fallu attendre 1916, il y a tout de même un domaine dans lequel nous avons excellé, c'est le camouflage. Enfin, on ne va pas enlever au Lovad Scout écossais la primauté de la Ghillie Suite, cette fameuse tenue de camouflage iconique des snipers du monde entier, toujours utilisée aujourd'hui, mais créée en 1916. Non, par contre, nous avons été les premiers à créer une section de camouflage, mise en place par deux peintres, Lucien Victor Guérand de Scevola et Louis Guingaud, mobilisés en 1914 dans l'artillerie et qui peignirent simplement de grandes toiles destinées à dissimuler les canons à l'aviation ennemie. S'en suivront diverses inventions comme des uniformes camouflés, mais malheureusement pas adoptés. Ils vont s'entourer d'une véritable troupe d'artistes qui vont fabriquer tout un tas d'objets qui vont se confondre dans le décor, ou proposer des peintures qui vont briser les lignes de vue et ainsi rendre la détection très difficile. La section est officiellement créée le 4 août 1915. Elle va donc fabriquer tout un tas de matériel pour dissimuler les emplacements d'artillerie, de mitrailleuses, mais surtout de postes d'observation. Comme j'ai déjà dit, l'observation de la tranchée ennemie et le recueil d'informations est primordial et permet de faire des rapports journaliers à l'état-major qui ne voit simplement pas ce qui se passe directement sur le terrain. C'est là que la section de camouflage va exceller, car l'idée est de récupérer un élément sur le front, d'en faire une copie en atelier et de venir le remplacer durant la nuit. C'est comme cela que seront placés des arbres blindés, véritables copies d'arbres morts présents la veille, qui deviennent des tours d'observation. Bon, le problème, c'est qu'un arbre blindé, quand vous tirez dessus, ça ne fait pas le même bruit qu'un vrai arbre. Mais ils seront très inventifs, en remplaçant par exemple des sacs de sable dans les parapets en les transformant en sacs creux, permettant l'observation. Ils pouvaient aussi remplacer des briques dans une ruine, offrant un nouveau poste d'observation, etc. Les possibilités étaient multiples, et ils iront même jusqu'à créer de faux cadavres allemands ou de chevaux. Certaines de ces créations furent vraiment utilisées avec succès, et Skate Pritchard fit largement appel à eux pour son école. Tous ces subterfuges permettaient d'observer la tranchée ennemie sans se faire voir. Mais les rôles de cette section ne s'arrêtent pas là, car il fut aussi très productif dans la création de leurres. Si trouver l'emplacement d'un sniper est très difficile, il faut donc le provoquer et réussir à le piéger. Un piège simple consistait à fabriquer des têtes en papier mâché, et à les faire apparaître au-dessus de la tranchée, ou à travers un trou d'observation déjà découvert par l'ennemi, et de laisser le sniper ennemi tirer dessus. Plusieurs points importants à ce niveau, il était impossible pour le tireur ennemi de déterminer à grande distance s'il s'agissait d'un véritable visage ou d'une tête en papier mâché. Quand la tête était touchée, celui qui la tenait effectuait un mouvement feintant une personne étant touchée d'un tir en pleine tête. Pas besoin d'imaginer comme dans les films que la personne est projetée à 2 mètres en arrière, mais en réalité la personne s'écroule juste. Ensuite, grâce aux trous d'entrée et de sortie dans la tête en papier mâché, il pouvait être déterminé la trajectoire de la balle et donc indiquer la direction du tir. C'est là qu'arrive le rôle de l'observateur qui, placé non loin de là, pouvait scruter la tranchée ennemie et attendre que le sniper ennemi ne tire et ne dévoile ainsi sa position. Il est possible que l'arme émette un léger flash lors du tir ou, selon les conditions du terrain, les gaz lors du tir soulèvent de la poussière devant le canon. Vous voyez, il y avait pas mal de techniques pour débusquer un tireur ennemi. Si les snipers allemands, trop confiants au début de la guerre, vont du coup facilement tomber dans le piège, cela sera de plus en plus dur d'en venir à bout car eux aussi vont apprendre très vite à les éviter. Au final, les snipers, qu'ils aient été allemands, français ou anglais, ont eu un rôle important durant la guerre, et un rôle plutôt dur à porter. Ces unités n'étaient pas très appréciées de leurs camarades. Enfin, il y avait comme une relation schizophrène. Ils étaient appréciés car ils pouvaient venir à bout d'un sniper ennemi, et en même temps peu appréciés car ils ne participaient pas aux corvées de la tranchée, qu'ils pouvaient aller et venir presque comme bon leur semble, donc ils ne nouaient pas vraiment de relation avec les unités où ils étaient, et leur rôle était mal compris par les autres soldats. Non, leur tâche était soit d'observer, soit de tirer. C'étaient des spécialistes. De plus, ils ne participaient pas aux assauts, ils avaient un rôle de soutien, destiné à éliminer le plus rapidement possible le mitrailleur ennemi qui empêchait toute avance,
ou de cibler en priorité les officiers ennemis. Mais il ne faut pas croire que cela fut simple pour eux. Non, car contrer un autre sniper est un jeu très dangereux. Et la durée de vie des snipers, qu'ils aient été allemands ou anglais, n'était pas très longue. Pire, comme durant la guerre de sécession, si un sniper était capturé, il y avait de fortes chances qu'il soit immédiatement exécuté, tellement ce rôle était détesté et que les troupes étaient très souvent harcelées par ce type de combattant. Plus d'un tireur d'élite essaiera de se débarrasser au dernier moment de son fusil à lunettes, seul véritable moyen d'identifier à coup sûr un sniper, pour éviter de se faire tuer. Les soldats qui seront pris avec des munitions perforantes dans leur cartouchière ne feront pas de vieux os non plus. Et je ne parle même pas de ceux qui auront eu la maladresse de carrément retourner la balle de leur munition pour infliger encore plus de dégâts. À la fin de la guerre, les mouvements reprenant, les snipers allemands continueront à être utilisés, mais beaucoup seront laissés en arrière, tandis que le gros de la troupe effectuera une retraite. Leur seul objectif sera alors de ralentir au maximum les troupes alliées. Ces snipers seront livrés à eux-mêmes et une fois de plus, il y aura peu de survivants. L'histoire des snipers touche à sa fin, comme on l'a vu, ce rôle a vu son apothéose avec la Première Guerre mondiale, mais loin des clichés d'une certaine gloire entourant ces unités d'élite, le rôle de sniper fut souvent très dur à porter. Et je ne parle pas de l'effet psychologique de tuer directement quelqu'un, ce qui n'est pas surmontable pour tout le monde, ce qui laissera aussi des séquelles à plus d'un vétéran après-guerre. Non, il n'y avait aucune forme de gloire à être sniper. Il n'y a d'ailleurs aucun titre ou aucune médaille décernée spécialement pour les snipers. Sauf peut-être en Allemagne où le rôle était un peu plus mis en avant dans les journaux pour alimenter la propagande par exemple. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine pour parler de cette fois-ci des fusils à lunettes utilisés durant la Première Guerre mondiale.